Tout s'achète peut-être, y compris le Groenland. Ce sont les déclarations et les estimations de la soirée. Et nous sommes toujours avec vous, Amy Porter, avec Louis Sarkozy, avec Alain Madelin, avec Elvire Fabry et avec le général Michel Yakovlev. La Maison-Blanche prépare des estimations sur ce que coûterait au gouvernement fédéral le contrôle du Groenland. Une option à l'étude consiste à proposer au Groenland un accord plus avantageux que celui des Danois, qui subventionne actuellement les services sur l'île à hauteur de 600 millions de dollars par an. Il tente également d'estimer les revenus que le Trésor américain pourrait tirer des ressources naturelles du Groenland. Voilà, la calculette est sortie. On a vu qu'ils pensent gagner 6 000 milliards de dollars avec les taxes et ils sont prêts à débourser ces centaines de millions de dollars pour acheter le Groenland. Que dites-vous de l'addition ou de la multiplication, Alain Madelin? Non, mais moi je me souviens de l'Amérique des valeurs. Maintenant, on calcule la valeur d'un pays. Enfin, je suis catastrophé. Est-ce que ça a une logique historique? Il y a des territoires qui ont été achetés dans l'histoire des États-Unis. Voilà. Est-ce que c'est présent à l'idée de la... Ça a été le cas pour Gaza, souvenez-vous de la proposition qu'ils avaient faite pour Gaza. Et c'était un plan très sérieux qui avait été élaboré il y a des années par des gens dans la Silicon Valley et qui imaginaient de faire un État de Gaza, mais un État qui serait une entreprise et qui aurait son siège à l'ONU. On est quand même dans un autre univers, là. C'est très intéressant parce que Donald Trump lui-même a dit à maintes reprises qu'il n'était pas lecteur et que le seul livre qui était important de le lire, c'était le sien. Et on a aussi dit qu'il avait une pensée ahistorique, qui réfléchissait pas vraiment à l'histoire. Mais dans l'épisode du Groenland et dans l'épisode des tarifs, on sait maintenant que c'est faux. Et on sait qu'il aime par-dessus tout le président américain McKinley, qu'on appelle en Europe le Napoléon des tarifs, qui était connu pour deux choses: les acquisitions territoriales, soit par conquête, soit par achat, et les tarifs. La loi de tarifs passée par McKinley, effectivement, est la plus conséquente de l'histoire du XXe siècle, de la fin du XIXe siècle aux États-Unis. Et sous McKinley, ils acquièrent. Alors, il y a une occupation militaire de Cuba, il y a la conquête des Philippines et Guam. Donc, c'est assez clairement, Donald Trump ici essaye de réincarner son idole. Général. Oui, je pense que Trump. Il veut être un président historique. Alors bon, il l'est déjà, mais pas forcément pour les bonnes raisons. Mais là, donc, l'idée de le 51e État, l'accroissement, ça, c'est une marque pour un président. Donc, voilà. Moyennant quoi, il a regardé sur la carte, qu'est-ce qui est à côté, là, qu'est-ce qui est accessible, pas très défendu, qui peut me rendre service par ailleurs, qu'il a déjà au sens stratégique. En réalité, les Américains il y en a eu beaucoup plus avant que maintenant. S'ils veulent en mettre plus, ça ne posera aucun problème. Ils peuvent mettre 2 stations radar s'ils veulent. Donc, là, c'est indigne que derrière ça, ce soit un de leurs alliés les plus fidèles, le Danemark, qui soit traité comme ça. C'est indigne et insupportable. Voilà. Le ton change, y compris des Européens. Écoutez Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères français, qui, pour la première fois peut-être, c'est l'Européen qui va le plus loin dans le ton. On ne peut pas admettre, l'Europe ne peut pas admettre que les Américains s'en prennent ainsi à leurs frontières. Les frontières de l'Europe ne sont pas négociables et l'intégrité territoriale des pays de l'OTAN ne l'est pas davantage. Et rien ne justifie les pressions exercées par les États-Unis sur le Danemark aujourd'hui. Elles sont injustifiables et elles sont injustifiées. Nous avons signé hier, avec mon homologue danois, un partenariat stratégique qui réaffirme notre attachement à l'intégrité territoriale et à la souveraineté du Danemark. Et grâce à cet accord, nous allons pouvoir renforcer notre relation, notamment dans le domaine de la défense. Jusqu'où peut aller Trump? Jusqu'où peut aller Trump? On voit à quel point, y compris les meilleurs spécialistes sur ce plateau, ont changé d'avis. Il y a quelques semaines, ils disaient qu'il n'utilisera pas la force. Et petit à petit, on se dit qu'à l'égard de l'Europe, tout est possible. Non. Le calcul de force, je pense, reste encore aujourd'hui assez lointain. Mais malheureusement, dans cet épisode du Danemark, il y a toute la logique de la désunion européenne. Parce que notre ministre des Relations extérieures, étrangères, a tout à fait raison dans ce qu'il dit. Mais si le Danemark lui-même cède sous pression maximale, par exemple, à cause de droits de douane targetés sur leur économie, encore une fois, on perd crédibilité. Encore une fois, la question de la désunion européenne est un problème. Et le deal des F-35 que vous soulignez tout à l'heure avec les Danois est emblématique de ça. On aurait cru qu'après telle provocation, les Danois se disent plus jamais. Mais ils viennent de dire on va signer un nouveau deal avec les F-35, les avions de chasse américains, et ça sera le plus grand qui n'a jamais existé. Le problème de l'Europe, c'est la réponse qui est désunie.
Je pense qu'il faut pas sous-estimer Trump. Il nous a amusés, il nous choque. Il faut bien voir qu'il est très pragmatique et qu'il va aller jusqu'au bout. Et là, il faut essayer de comprendre ce qu'il y a derrière. Il est en train d'accumuler les assets stratégiques, de reprendre le contrôle de certaines voies maritimes. On sait bien que Groenland, c'est à la fois les réserves de minerais critiques, mais c'est aussi les questions de contrôle de l'Arctique. On se souvient du canal de Panama. Il a été évoqué pendant le Signal Gate que l'Union européenne bénéficiait des garanties de sécurité que les États-Unis apportaient pour l'accès au canal de Suez. Et ce qui est très surprenant dans cette affaire, c'est que pour le moment, il s'en est pris davantage aux alliés les plus proches, Canada, Mexique, Union européenne, et qu'il n'a pas beaucoup insisté sur la Chine. Donc, qu'est-ce qu'il attend véritablement de la Chine ? Dans quelle mesure est-ce qu'il veut continuer à engager ce qu'il avait fait d'abord sous son premier mandat, puis Biden, qui est une sorte de pushback, de réduire, contraindre la Chine à réduire sa puissance, ou est-ce qu'il est prêt à engager aussi une négociation avec la Chine, un accord avec la Chine ? C'est ça qu'il ne faut pas perdre de vue, parce que sa détermination, elle sera à l'aune, et la façon dont il va intervenir sur le Groenland, ce sera à l'aune de cet objectif final. Sont-ils en train de se partager le monde ? Écoutez la télévision russe, c'est fascinant, la télévision russe, tout à fait au diapason de Vladimir Poutine, dit « c'est très bien ce qui est en train de se passer, de la même façon que nous avons pris la Crimée, les Américains vont prendre le Groenland et tout va bien comme ça. » Écoutez-les. Ce serait incroyable qu'il y ait un référendum au Groenland qui aboutisse à une demande d'indépendance de la part du Groenland. Les habitants du Groenland soutiendront cette indépendance, puis il y en aura un autre qui aboutira à l'adhésion du Groenland aux États-Unis par référendum. Cela vous rappelle-t-il quelque chose ? La différence fondamentale entre le Groenland et la Crimée est que la Crimée s'est battue depuis 1991. C'est de cela que je parle. C'est ce que je dis. Ils ne se préoccupent que de la sécurité du peuple américain. Et nous parlons du peuple russe qui est pris en otage. Ils vivaient là-bas en tant qu'otages pendant de nombreuses années. Puis il y a eu un référendum et tout est rentré dans l'ordre. Général Yakovlev, qui aurait imaginé ça ? Qui aurait, il y a 3 mois, imaginé une scène pareille ? La télévision russe qui, en quelque sorte, vous avez vu le sourire éclatant de la personne vedette de la télévision russe en disant « c'est très très bien, bravo ». Pas moi, j'étais pas assez alcoolique à l'époque, je pense. Dans mes pires cauchemars, je voyais pas ça. Maintenant, on y est. Voilà. Mais encore une fois, s'il vous plaît, arrêtez de prendre Donald Trump pour un stratège. Cet homme n'a aucune idéologie, aucune. Bon, il y a des gens autour de lui qui lui disent certaines choses. Et il raconte toujours la dernière chose qu'il a entendue. Elle n'a pas tout à fait. On voit bien au contraire qu'il y a une certaine logique très construite où il veut prendre le Groenland. Tout ça, ce sont des distractions. On a commencé l'émission par parler du show. Il parle du Panama, il parle du Canada, le 51e État, il parle de Gaza, il parle de ceci, de cela, de Groenland. Pendant ce temps, aux États-Unis, ils sont en train de piller le système de santé. Ils sont en train de piller le système des pensions d'État. Ils viennent de virer tous les chercheurs qui travaillent sur la recherche sur les maladies, etc. Ils virent tous les gens qui s'occupent des vétérans. Tout ça, nous, on est en train de parler de ça, mais c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est la raison pour laquelle les Américains sont dans la rue. Et c'est pas tous les jours que les Américains vont dans la rue pour protester. Samedi prochain, vous allez voir des protestations énormes dans les 50 États et même jusqu'à Paris. Non, au contraire, je pense qu'il y a une vraie stratégie, qu'on peut en être totalement hostile et même qu'elle est à l'encontre de nos intérêts et qu'elle est complètement amorale. Et c'est ça vraiment la nouveauté avec cette administration, c'est que la rhétorique n'y est plus du tout. Et même là où il y avait des comportements très néfastes avec des administrations précédentes, la rhétorique y était toujours. Et là, on rentre dans des rapports de force qui sont beaucoup plus assumés. Mais, pardonnez-moi pour encore une référence napoléonienne, mais c'est vraiment le congrès de Vienne, ce qu'on est en train de voir. Les petits, en fait, ne décident de rien. Et quand Donald Trump commence un dialogue avec une nation, avant tout, c'est quelle est sa puissance ?
Et avec les Chinois et les Russes, le comportement est totalement différent qu'avec les petites nations. Est-ce qu'on vit un moment pareil? Expliquez bien, 1815, le congrès de Vienne, après la chute de Napoléon, où les grandes puissances, les Anglais, les Russes, etc., se partagent le monde, l'Europe. On est à un siècle avant l'autodétermination des peuples, et donc l'idée c'est comment créer un système international où la force des grandes nations se stabilise, on empêche les guerres, mais on ne prête pas la moindre attention aux droits des peuples, à la moralité d'une question. Ça n'existe pas dans les calculs. Les grands décident et les petits souffrent ou subissent. Et c'est vraiment ça qui est en train de se passer. Ça s'appelle la loi du plus fort. Et toute notre civilisation, tout notre droit s'est construit pour éviter la loi du plus fort. Pour reconnaître qu'au bout du compte, le plus faible, avec tout de même des droits à opposer au pouvoir. Je dis, c'est la loi de la force, là. Mais c'est pas forcément la puissance. Moi, je respecte la puissance. Mais là, on est dans la force, la violence, l'intimidation, enfin, des choses que je n'aime pas. Je parlais du commerce tout à l'heure. Le commerce, c'est, comme on dit, parfois l'art de faire de son ennemi un ami. Et c'est vrai que des gens qui, par ailleurs, ne s'aiment pas, sont d'idéologies différentes, font du commerce ensemble. Là, c'est le contraire. Là. C'est l'art de trahir ses alliés. Est-ce que c'est la fin de ce qu'on appelait le monde libre? C'est exactement là maintenant, je crois que c'était à peu près à la même heure, c'est 20 ans de la mort de Jean-Paul II, en 2005, 2 avril 2005. Jean-Paul II, Reagan et quelques autres, Thatcher et quelques autres, il y a eu ce moment où on disait le monde libre a gagné. On a cru que le monde libre avait gagné contre les dictatures. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a encore un monde libre? Écoutez Trump qui, lui, le revendique encore. Il dit que je prenne le Groenland, que je sois puissant, à la fin, ça va profiter à la paix et au monde libre. Nous avons besoin du Groenland, très important pour la sécurité internationale. Nous devrons avoir le Groenland. Ce n'est pas une question de « pensez-vous que nous pouvons nous en passer ?» Nous pouvons. Si vous regardez le Groenland en ce moment, si vous regardez les voies navigables, vous avez des navires chinois et russes partout. Et nous ne serons pas en mesure de faire ça. Nous ne comptons pas sur le Danemark ou qui que ce soit d'autre pour s'occuper de cette situation. Et nous ne parlons pas de la paix pour les États-Unis. Nous parlons de la paix mondiale. Nous parlons de sécurité internationale. Et maintenant, vous voyez, vous avez des navires de guerre partout qui passent juste le long du Groenland. Nous n'allons pas laisser cela se produire. Nous ne pouvons pas laisser cela se produire. Général Yakovlev. Ce qu'il dit est faux. Il y a le Groenland est important aux États-Unis. Tout le monde... ok, d'accord. Ça ne nous a posé aucun problème jusqu'à présent, à commencer par les Danois. Les Américains font tout ce qu'ils veulent au Groenland. Bon, qu'est-ce qu'ils ont à revendiquer, à réclamer la souveraineté ou la suzeraineté sur le Groenland? C'est vide de sens. Alors, 2 choses sur le monde libre. Le premier point, c'est que Donald Trump n'a pas forcément tort. Je pense que tout le monde sur ce plateau est d'accord sur un point. Aussi désagréable soit son administration, on préfère vivre dans un monde dominé par les Américains que les Chinois ou que sais-je, ou que les Russes. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il il manque de consistance sur la question du monde libre, Donald Trump. Je me souviens d'une déclaration, quand Xi Jinping était à San Francisco. Une déclaration qui aurait été impensable dans la bouche d'un ancien président républicain. On pose la question du traitement des Ouïghours, cette minorité musulmane chinoise qui est persécutée en Chine. Et on lui pose la question si c'est condamnable. Et Donald Trump répond « Ah oui, mais vous savez ce que nous on a fait dans notre histoire avec les Amérindiens ?» Mais vous imaginez Reagan sortir quelque chose comme ça? Donc il y a une sorte de relativisme où parfois il est complètement prêt pour flatter un adversaire stratégique, par exemple ici la Chine, de dire finalement on a tous fait des crimes, et quand ça l'arrange, il est capable de renverser complètement la pièce et de dire non effectivement moi c'est le chef du monde libre et tout ça va pour bénéficier à les Ouïghours en l'occurrence. Oui. Là, c'est pas sa responsabilité de les sauver malheureusement. L'Europe va être la victime de cela, oui ou non? Toute la soirée évidemment est marquée par cet événement majeur. Ce qui se passe au Groenland, c'est l'aspect comptable, peut-être un jour militaire, mais l'autre aspect, c'est l'aspect guerre commerciale. En réalité, est-ce qu'il veut se faire l'Europe, comme on peut dire vulgairement? Il se dit, voilà, l'Europe est faible, je vais manger ses intérêts. Alors justement, c'est important ce que vous dites. Est-ce que l'Europe va être la victime, au sens, on est tous là, on attend 22 heures, qu'est-ce qu'on va s'en prendre plein la gueule, ça va être terrible et tout. Il faut qu'on arrête d'avoir ce réflexe. On est là, on regarde, c'est comme l'équipe de France de rugby, vous voyez, pendant la haka. On les regarde, ok,
Et puis après, on leur explique. Donc il faut que l'Europe arrête de dire on va être la victime, on va souffrir, parce qu'effectivement, après, on n'est plus, comme vous disiez très bien tout à l'heure, on n'est plus en ordre groupé, on n'est plus massé. Donc on doit être comme l'équipe de France de rugby face à la AK des All Blacks. Ok, ça va être compliqué, on ne sait pas si on va gagner, mais ils ont pas gagné au début du match.